tout de suite, je vais accueillir nos 4 autres invités. Voilà, changement habituel de plateau pour un débat, cette fois autour du vote Mélenchon. Tout le monde va s'installer autour de moi. Vote barrage, nous dit donc Jean-Luc Mélenchon, en tête de la gauche dans les enquêtes d'opinion et qui aimerait faire venir à lui un certain nombre d'électeurs de gauche, même ceux, bien sûr, surtout ceux qui ont des réticences sur sa personnalité ou son programme. Avec nous sur ce plateau, déjà 3 personnalités et bientôt 4. 3 personnalités de gauche, 3 trajectoires aussi qui ne sont pas toutes d'accord sur cette question du vote utile Mélenchon, pour le résumer, même si Manuel Bompard, on l'a entendu tout à l'heure, n'aime pas trop l'expression. Caroline Dehaze, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une ancienne socialiste, voilà, pour vous situer. Vous avez cofondé le mouvement féministe Nous Toutes, qui a obtenu un certain nombre de victoires ces derniers mois et années. Fatima Ouassak n'est pas encore là, elle va nous rejoindre, elle sera ici, et c'est une militante antiraciste, porte-parole du Front de Mer, et qui anime aussi une maison de l'écologie populaire en Ile-de-France. Ali Rabet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes maire de Trappes, membre du parti Génération de Benoît Hamon. Frédéric Savicki, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de sciences politiques à Paris-Panthéon-Sorbonne et vous avez été militant PS ou pas ? Non. Non, vous l'avez pas. Mais vous êtes spécialiste de la social-démocratie. Bah voilà. Première question à tous les 4 et notamment en rebond avec ce qui s'est dit à tous les 3, bientôt 4, pardon, je suis perturbé. Jean-Luc Mélenchon souhaite que vous votiez utile. Il nous l'a dit encore, Manuel Bompard. Autrement dit, pour lui, afin qu'un candidat de gauche soit au second tour, chacun le ferez-vous et sinon, quel est votre choix, Caroline Dehaze ? Alors moi, je voterai Jean-Luc Mélenchon dès le premier tour. J'ai mis un peu de temps à me décider parce que j'ai pas un rapport très de proximité avec Jean-Luc Mélenchon, ni sur tout ce qu'il raconte sur le fond, ni sur la forme. Et en fait, il y a plusieurs éléments qui m'ont fait basculer, mais l'élément qui m'a fait vraiment basculer, c'est de me dire, on a le choix entre avoir un second tour où c'est le Front National contre Emmanuel Macron, et donc on va parler en fait d'islam. Enfin, en fait, on va entendre des propos racistes et islamophobes dans le débat public. Et puis, il y a quand même plein de choses sur lesquelles ils sont d'accord. Ils veulent pas augmenter le SMIC, ni Le Pen ni Macron. Ils veulent pas sortir du nucléaire, ni Le Pen ni Macron. Donc on va avoir un second tour qui va se faire sur des thèmes très de droite et d'extrême droite. Oui. Si on a Jean-Luc Mélenchon au second tour, ça veut dire qu'on a une possibilité, je dis pas que c'est gagné, mais qu'on a une possibilité de faire exister dans le débat public le SMIC à 1 400 €, la retraite à 60 ans. Et donc, pour moi, ça dessine l'avenir. C'est-à-dire qu'une campagne présidentielle, elle a un impact assez majeur, en fait, sur ce qui peut se passer les années qui suivent. Et un exemple que je prends souvent, c'est la campagne de Sarkozy en 2007. La campagne de Sarkozy en 2007, c'était travailler plus pour gagner plus. Et le sentiment que j'ai, c'est que sans cette campagne, on n'aurait peut-être pas eu la loi travail en 2016, en fait. Parce que cette loi travail, elle a été préparée, en fait. Donc c'était une loi du Parti socialiste. Travail idéologique, c'est ça que vous voulez dire. Qui était à l'époque. Et elle a été préparée, le terrain a été labouré par la campagne présidentielle de 2007 et puis par les années qu'on suit. Et donc une campagne présidentielle, et particulièrement l'entre-deux tours, c'est fondamental. Et moi, si j'ai une toute petite chance de faire en sorte qu'il y ait un candidat de gauche au second tour, quand même, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il raconte et que sa personnalité, je suis pas hyper fan, en fait, je vais voter pour lui, oui. Je donne la parole à Ali Rabet dans un instant, mais qu'est-ce qui a pu, justement, vous dites, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, sa personnalité a pu qu'est-ce qui a pu être un questionnement chez vous ? Moi, un des éléments qui a fait que j'ai beaucoup hésité, c'est que donc, je suis militante féministe, je suis présente sur les réseaux sociaux et j'ai été victime de beaucoup de campagnes de cyberharcèlement. Et en fait, il y a 2 catégories de militants qui me cyberharcèlent. Les plus importants, c'est les fachos. Et juste en dessous, c'est les militants de la France Insoumise. Et donc, quand vous êtes victime de cyberharcèlement de la part de militantes et de militants d'un parti politique, vous n'êtes pas, vous n'avez pas très envie de voter pour ce parti à la base, quoi. Et donc, voilà, ça m'a beaucoup fait hésiter parce que c'est un des éléments qui fait que moi j'ai arrêté de faire de la politique en 2017. Donc je me suis présentée aux élections législatives, j'ai fait, 13 ou 14%. Et en fait, j'ai arrêté de faire la politique, en tout cas arrêté de faire la politique dans les partis politiques à ce moment-là, à cause de la violence de ce milieu-là. Et j'ai le sentiment qu'à la France Insoumise, il y a parfois une forme de militantisme qui est une forme oppressive, en fait. Ouais. Et ça m'a beaucoup fait hésiter, oui. Ali Rabet, vous avez dit quand vous avez décidé de soutenir Jean-Luc Mélenchon, je cite, « Il est temps de déloger les profiteurs de crise, il est temps de relever la tête, d'opposer non pas une unité de façade, mais un projet ambitieux et mobilisateur. » Moi, j'ai beaucoup de points communs dans ma trajectoire et mon choix en 2022 avec Caroline, parce qu'on a eu un bout de chemin ensemble. Et effectivement, je suis pas issu de la galaxie de la France Insoumise et j'ai pas été en 2012 de ceux qui ont accompagné les campagnes de Jean-Luc Mélenchon en 2012 et en 2017. Moi, j'ai toujours été, je suis encore aujourd'hui un proche de Benoît Hamon. Un point commun entre vous deux. Et ça nous fait un point commun avec Caroline Dehaze sur nos trajectoires. Mais ce qui, là, m'a poussé à prendre position et à le faire
relativement tôt, j'ai pris position au mois de janvier, j'ai pris ma position dans ma tête au mois de décembre, c'est le fait que j'ai le sentiment qu'on est dans une période très particulière. On ne peut pas considérer que c'est une élection présidentielle après un certain nombre d'élections présidentielles qui ressemblent aux précédentes. J'ai un sentiment de gravité dans la période, ce qui a commencé d'ailleurs dès le lendemain de l'élection présidentielle de 2017. Pourquoi gravité ? Parce que l'atmosphère dans le pays m'inquiète. J'en étais moi-même, Caroline parlait de campagne de cyberharcèlement, etc. J'ai vécu, moi, il y a un an à peu près, une séquence un peu violente. Vous étiez souvent sous le feu des projecteurs. Oui, en effet, ma vie l'est assez structurellement, et moi-même en particulier. De polémiques venues soit de la droite, soit de l'extrême droite, soit du printemps républicain. Qui pour moi est à peu près la même galaxie à la fin, parce que sur les réseaux sociaux, c'est des attaques en meute. Vous prenez les salves successives, c'est comme quand vous vous noyez dans l'océan, vous prenez la première, la deuxième, la troisième vague. Donc c'est quelque chose d'assez difficile à vivre. Vous savez ce dont vous parlez, quoi, c'est ça que vous dites. Pardon ? Vous savez ce dont vous parlez, en termes de... En tout cas, Caroline l'a vécu beaucoup plus violemment et abondamment que moi. Moi, je l'ai vécu sur une séquence assez courte, mais de façon assez vertigineuse. Et j'y étais moins préparé peut-être que les expériences successives de Caroline. Pardon, je vous ai coupé. Je vous disais, cette séquence-là m'a encore plus éclairé sur ce qu'est le péril de notre époque. J'estime qu'il monte dans notre pays une atmosphère, une ambiance qui est dangereuse pour la démocratie et pour la République. Que ceux qui, hier, prenaient des pincettes pour pouvoir s'en prendre publiquement, médiatiquement, à des personnalités qui ne leur plaisent pas, qui ne leur conviennent pas, avec lesquelles elles ne partagent pas tout l'ensemble des convictions qui peuvent ou pas les réunir ou les séparer, aujourd'hui passent à l'acte dans une forme d'acharnement, de volonté de stigmatiser une partie de notre population, de pointer du doigt des responsabilités qui viennent de l'étranger, de désigner un ennemi de l'intérieur, une cinquième colonne. Et le discours, effectivement, depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, a fait progresser ce discours et l'a légitimé, y compris avec des voix à gauche qui ont contribué à remonter les Français les uns contre les autres. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon vous paraît, justement sur ces sujets-là, vous paraît plus convaincant qu'il y a 5 ans, par exemple ? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est l'urgence ? Je trouve qu'il a bougé, qu'il a évolué sur ces sujets-là. Et pour revenir au raisonnement qui a commencé dans mon esprit après 2017, c'est que j'estime que le macronisme en particulier fait la courte échelle à l'extrême droite. Et de façon assez cynique, dès 2017, la volonté de se préparer durablement des seconds tours contre Marine Le Pen ou contre l'extrême droite, peu importe qui l'incarne, au risque de rompre le pacte républicain, au risque de faire monter les idées de l'extrême droite, au risque de reprendre les éléments de discours de l'extrême droite, est un péril absolument dangereux, vertigineux pour la démocratie française. Et face à ça, il faut opposer un autre récit. Il faut être capable de tenir un discours idéologique qui ne s'encombre pas de la volonté de rendre le discours acceptable ou de trouver un point d'équilibre. Il faut être capable d'opposer deux visions de la société et de l'avenir de la société française. Et j'étais assez sensible au discours qu'a pu développer Jean-Luc Mélenchon sur la société créolisée. Moi, je le vis dans ma vie personnelle, je le vis dans ma commune aussi. Donc, je vois bien que ces affaires, ces débats sur l'identité sont artificiels, ne résonnent pas avec ce que vivent quotidiennement les difficultés sociales que rencontrent les Français et que les barrières qu'on essaye de s'inventer, ethniques, religieuses, etc., sont à bien. Il y a des difficultés à traiter. Il y a à défendre la République, il y a à lutter contre l'extrémisme, en particulier religieux, contre le sectarisme qui existe et qui se développe dans certaines parties de notre territoire. Mais la façon d'en rendre responsable une partie de la population, de ne plus se préoccuper de la vérité dans le débat public, etc., ça m'inquiète. On voit l'extrême droite progresser sans cesse. Le second tour de 2017 déjà a été une forme de signal d'alarme. Moi, je me suis engagé, Caroline Doas un tout petit peu avant moi, mais moi, c'était en 2003. Et je m'engage notamment parce que je suis de la génération qui n'a pas pu voter en 2002 à la présidentielle et que je suis heurté, c'est ma première manifestation, parce que Jean-Marie Le Pen accède au second tour, avec un score à 16% au premier tour, et il fait à peine mieux au second tour. En 2017, Macron est élu, il est élu, et face à lui, Marine Le Pen dépasse les 30%. Aujourd'hui, dans les enquêtes d'opinion, on nous parle d'un second tour qui se jouerait à 47-53. Et ça n'inquiète plus personne, et plus personne ne manifeste massivement comme ça a pu être le cas en 2002. Et donc je considère qu'il faut prendre position fortement, et il faut se réunir, notamment à gauche, autour d'un discours qui accepte l'affrontement de deux visions de société. Et je trouve que j'ai été socialiste moi aussi, je n'ai plus le courage, je n'ai plus la force, et je pense que c'est dangereux dorénavant d'être dans des discours parfois creux, parfois lâches, parfois de compromission. Et il faut être capable d'opposer deux visions de la société. Et les Français choisiront leur camp. Merci Ali Rabet. Fatima Ouassak nous a rejoint. Bonsoir, on va vous laisser respirer 10 secondes et on va donner la parole à Frédéric Savicki. Donc on a eu un oui venant de Caroline Doas, je voterai Mélenchon. Vous, Ali Rabet, oui, tout en n'étant pas de cette constellation de la France Insoumise au départ. Frédéric Savicki, je l'ai dit, spécialiste du PS, voterez-vous Mélenchon? Après tout, on pourrait vous dire, Jean-Luc Mélenchon, c'est un social-démocrate à la version contemporaine, finalement.
Est-ce que vous voterez Mélenchon? Alors d'abord, je vais vous dire que moi, à la différence des deux précédents interlocuteurs, je n'exerce pas, ou je n'ai pas exercé, ou je n'ai pas brigué des mandats politiques. Donc bon, ma parole, je peux toujours dire que je ne vais pas voter Jean-Luc Mélenchon, ou en tout cas que... Alors vous exprimez beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Mais je le vois quand même, c'est pour ça que vous êtes là aussi. Je voudrais aussi, je voudrais, disons, exprimer un point de vue. D'abord situer mon point de vue et essayer quand même de expliquer en quoi mon point de vue est à la fois celui d'un citoyen et celui aussi d'un politiste engagé. C'est-à-dire, bon, voilà, et je m'appuie aussi sur un certain nombre de faits pour établir. Alors quels sont-ils ces faits? Alors les raisons pour lesquelles moi je n'ai pas d'hostilité du tout avec tout ce qui a été dit. Je partage complètement évidemment l'avis et l'inquiétude sur la banalisation de la violence verbale d'extrême droite, du racisme décomplexé, des menaces aussi évidemment qui pèsent sur notre système social, de justice sociale. Et évidemment, il est hors de question pour moi de soutenir Emmanuel Macron. Mais en revanche, là où je ne suis pas prêt à adhérer à Jean-Luc Mélenchon, à voter pour lui, d'une part, c'est que je pense que la position qui est la sienne, c'est-à-dire à la fois le programme, l'attitude, les prises de position qui ont été la sienne, de toute façon, les cartes, j'allais dire, de toute chance de devenir président de la République. Quoi précisément? Écoutez, dans ce pays, quand vous avez... entre 15 et 13% de gens qui sont prêts à voter Zemmour, 16 et 17 qui votent pour Marine Le Pen, 10% pour Valérie Pécresse sur un positionnement qui n'est plutôt plus proche de Zemmour et de Marine Le Pen que, on pourrait dire, d'une droite libérale, ouverte, voilà. Et qu'en plus, vous avez un candidat présidentiel qui est à 28-29% et qui surfe sur cette vague, il est évident que... Les sondages. Oui, tout à fait. C'est pas simplement ce que disent les sondages, c'est aussi ce que donnent les résultats des élections, etc. Donc il n'y a pas d'espace, c'est ça que vous dites. Et quand on regarde aussi des enquêtes sur ce que sont aujourd'hui les représentations du monde, les attentes, les valeurs de la majorité des Français. La France est trop de droite pour que Mélenchon arrive au La France n'est pas aussi à gauche que Jean-Luc Mélenchon et personnellement, et sans doute les gens qui sont autour de ça le rêveraient, pour adhérer à ce programme-là. Bon. Dans ce cas-là, il faut voter Macron. Écoutez, laissez-moi terminer. J'essaie d'expliquer. Non, mais attendez, j'ai pas encore terminé complètement d'expliquer. Mais après, c'est intéressant cette question. La question, c'est, dans ces conditions-là, pourquoi voter Jean-Luc Mélenchon? Pour voter Jean-Luc Mélenchon, il aurait fallu quand même que Jean-Luc Mélenchon adopte une stratégie de rassemblement. Bon, ça, il n'a pas fait depuis 2017, je pourrais développer. Et Dosio donne des signes quand même à destination de cet électorat qui se reconnaît, qui est de gauche et qui ne se reconnaît pas dans cette gauche radicale et qui pourrait à ce moment-là effectivement pouvoir adhérer à ces positions. Ce que j'ai entendu dans le débat précédent, c'est au deuxième tour, on changera pas le programme et puis voilà. Bon, alors attendez. Alors sur les choses très, très concrètes qui pour moi ont été des tests décisifs, si vous voulez, de cette à la fois refus de rassemblement et puis surtout d'entêtement sur des positions qui sont pas majoritaires à gauche, et on le voit, je suis pas le seul à m'exprimer, la position internationale de Mélenchon, on peut y revenir en détail, elle n'est pas neuve, mais aujourd'hui, dans la situation de guerre, d'invasion de l'Ukraine, les positions qui sont les siennes, effectivement, sont, de mon point de vue, intolérables, inadmissibles. Voilà. De la même façon que un certain nombre de ces positions pendant les mobilisations anti-Covid, pour moi, effectivement, étaient plus qu'ambiguës, de défense des mouvements anti-vax ou de surfer sur cette vague. Bon, voilà, c'est des éléments très importants. Alors, on peut considérer que c'est secondaire par rapport à d'autres, mais il me semble que à ces deux moments, la position, on va dire, neutraliste, soi-disant non alignée, était une caution apportée effectivement à la Russie. Les années qui vont venir, là, dans les 2-3 ans, c'est quoi? C'est des années où il va falloir continuer à gérer une crise internationale très très importante, avec des décisions... C'est qu'il n'en est pas en mesure, qu'il n'en est pas capable. Je pense que les positions qu'il défend sont contraires aux valeurs qui sont les miennes, c'est-à-dire des valeurs européennes,
libéral, on va dire anti-autoritaire, d'émancipation des peuples. Les Ukrainiens ont le droit de choisir avec qui ils souhaitent s'allier en tant que peuple, et c'est pas nous qui allons décider à leur place de les neutraliser, etc., etc. Donc, sur ces points-là, ce qui me semble, juste, je termine là-dessus, moi, ce qui m'a frappé, c'est le côté, j'ai toujours eu raison, je bouge pas. Il y a une crise, il aurait, comme d'autres, pu dire, écoutez, je me suis trompé sur la Russie, j'ai surestimé le... On a posé cette question tout à l'heure. Voilà, et donc, oui, il faut changer de stratégie. Ça veut dire que sur la sortie de l'OTAN, il faut peut-être réfléchir à deux fois. Sur la défense européenne, il y a peut-être des choses à faire. On n'est peut-être pas aussi éloigné des Lettons qui le disaient à un moment que qu'ils le pouvaient le penser, ou des Allemands. Voilà, sur toutes ces positions-là, pour moi, c'est important. Et donc, c'est rédhibitoire, c'est assez rédhibitoire. Bon, alors je vais quand même poursuivre le tour de table, et puis ensuite garder vos réponses, et on rebondit ensuite. Fatima Wassak, merci d'être là. Vous êtes, je l'ai dit, militante à la fois écolo et aussi antiraciste. De nombreux militants de terrain dans les quartiers populaires ont publié récemment un texte sur le Bondi Blog dans lequel ils annoncent soutenir Jean-Luc Mélenchon. Le titre, c'est « On s'en mêle ». 120 acteurs de quartier soutiennent Jean-Luc Mélenchon. Beaucoup de gens que vous connaissez, que vous respectez, je le sais, mais pas vous. Pourquoi ? Bonsoir déjà. Bonsoir. Merci pour cette invitation. Alors effectivement, il y a ce texte « On s'en mêle » qui a été publié il y a quelques jours, je crois, qui m'a été proposé à signature. Alors, sur le principe, parce que les personnes qui sont à l'initiative du texte me l'ont proposé, mais savaient bien que je n'allais pas le signer, parce que ces personnes connaissent mon positionnement politique par rapport à la France insoumise. Je considère que la France insoumise a un rapport au quartier populaire qui est paternaliste, colonial. Alors j'ai un petit peu raté votre intervention, mais vous décriviez un parti socialiste, je pense, qui est dans ce rapport-là historiquement depuis des décennies maintenant. Pour moi, il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture particulière. La France insoumise perçoit les habitants des quartiers populaires comme de simples cartes électorales. Voilà, nous on est là pour voter. De façon générale, j'imagine qu'il y a des différences suivant les endroits tous les quartiers populaires. Alors je vais illustrer mon propos. Non, moi je pense que c'est l'analyse en tout cas que je fais de la France insoumise du point de vue, parce que je me situe aussi de mon point de vue de militante des quartiers populaires, nous voit comme des cartes électorales ambulantes, comme des rabatteurs. C'est-à-dire, voilà, aidez-nous à avoir des voix, aidez-nous à être plus haut dans les sondages, aidez-nous à être au deuxième tour, aidez-nous. Donc nous, on est là pour permettre à Jean-Luc Mélenchon et à la France insoumise d'être au plus haut, mais rien d'autre. Alors, j'illustre mon propos, par une expérience récente, et là, c'est une expérience de terrain. De 2021, mai-juin 2021, on inaugure à Bagnolet, donc c'est Front de Mer et Alternatiba, une maison de l'écologie populaire, Vert-Dragon, avec quelque chose qui est de l'ordre du miel. Voilà, c'est du miel, c'est-à-dire que c'est l'écologie du point de vue des quartiers populaires, c'est pas du luxe aujourd'hui, c'est un lieu d'expérimentation sociale, antiraciste, féministe, écologiste. Je veux dire, on fait pas mieux en fait, avec une AMAP, des questions d'alimentation. Là, on va bientôt organiser un temps sur le nucléaire, on l'a fait sur le rapport du GIEC, etc. Donc, comment rendre accessible la question écologique? Je considère, moi, que l'écologie, c'est un outil de libération et d'émancipation pour les quartiers populaires. Et donc, on y travaille concrètement sur le terrain. Alors évidemment, ça ne plaît pas à tout ce que la France compte de fascistes, parce que alors depuis la naissance du ciblé, lieu, sur ce projet, évidemment. on a été harcelés, on a été attaqués. Vous êtes de façon générale, personnellement, d'ailleurs, assez ciblé sur la réseau. Mais alors là, particulièrement, ça n'a jamais été comme ça. Je veux dire, là, tout à coup, ces femmes que nous sommes, donc non blanches, musulmanes, immigrées, etc., des quartiers populaires, oser occuper l'espace public, oser prétendre à faire de la politique. Mais sur la France insoumise, alors donc. Alors j'y viens, parce que c'est la même chose en fait. C'est de quel droit ces femmes, plutôt que d'aller en cuisine faire le couscous et le mafé, prétendent décider de leur sort, du sort de leurs enfants, etc. La France insoumise, d'une part, une tendance de la France insoumise à accompagner ces attaques. Et là, il y a quelque chose de très précis, c'est concret. Un membre de la France insoumise envoie un courrier aux autorités pour dire « mais virez-les de là, c'est un danger pour la République, etc. »
c'est une tendance au sein de la France insoumise, mais c'est pas bagnoler petit territoire comme ça local qui est éloigné, etc. Et c'est qu'une expérience locale parmi d'autres. Là où c'est emblématique, à mon sens, du rapport de la France insoumise au quartier populaire, c'est que la LDH a publié une tribune, a cherché à publier une tribune de soutien à Verdragon contre les attaques d'extrême droite, parce qu'effectivement, attaques d'extrême droite, c'était plusieurs jours sur nous, sur CNews, etc. Bon, c'était vraiment, voilà, on était victime de ça. Et la France insoumise a refusé de signer, toute la France insoumise, toute tendance confondue. Il n'y a pas un élu, un député de la France insoumise, il se trouve qu'il y en a quand même un paquet en Seine-Saint-Denis, qui s'est dit, bon, on peut avoir des divergences, et encore, il n'y a pas tant de divergences que ça au niveau politique, puisque, à mon sens, la France insoumise passe quand même son temps à récupérer nos luttes pour en faire des éléments de langage pour plateau télé, parce que c'est quand même ça, sur les questions des quartiers populaires. Non, là, il n'y avait pas de distance idéologique, je veux dire, on est à peu près d'accord, surtout depuis 2019. Mais ce que je veux dire, c'est que une maison de l'écologie populaire dans les quartiers populaires qui lutte contre le racisme, où à un moment donné, nous, en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est protéger nous-mêmes nos enfants. Voilà, moi je sais que c'est pas Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise qui viendra protéger mes enfants face à nos vrais ennemis, parce que pour moi c'est pas la France insoumise mon ennemi. Attention, Jean-Luc Mélenchon, si vous lui demandez. Alors non, puisque moi je peux témoigner du fait que la France insoumise non seulement n'a pas soutenu la maison de l'écologie populaire alors même que nous étions attaqués par l'extrême droite, mais qu'une tendance au sein de la France insoumise l'a accompagné ces attaques. Juste, je finis là-dessus. Juste, je finis là-dessus. Circuler la parole, juste du coup. Je veux bien, mais juste, je finis mon propos pour vous dire en fait que la France insoumise, malgré la haine liquide qu'elle peut avoir vis-à-vis des militants des quartiers populaires, c'est-à-dire que c'est vraiment cette impression que pour la France insoumise existait une haine liquide. C'est-à-dire que la France insoumise, j'ai l'impression qu'elle n'existe politiquement que dès lors que nous n'existons pas. Voilà, c'est dommage, il n'y a personne de la France insoumise pour répondre sur le plateau, donc j'imagine que la réponse se fera plus tard et par d'autres moyens. C'est des débats qu'on a et je ne crois pas être la seule à pouvoir témoigner de ça. C'est-à-dire que vraiment le fait que des gens comme moi, nous militions dans les quartiers populaires, encore une fois de manière autonome. Juste, je finis juste là-dessus pour vous dire. De manière autonome, c'est comme si on leur enlevait le pain de la bouche. C'est-à-dire que parler en notre nom, oui, voter pour ces gens-là, oui. Par contre, exister en autonomie, ils ne l'acceptent pas. Et encore une fois, moi, je peux témoigner d'une expérience concrète, voilà, qui est documentée, que vous pouvez trouver. Sur cet aspect, évidemment, je le rappelle, il n'y a personne de la France insoumise pour répondre, mais c'est possible de répondre sur Mediapart, notamment. Le débat peut se faire à travers les blogs, bien sûr. Et si LFI veut répondre sur ce cas spécifique, c'est tout à fait possible, évidemment. Il suffit de nous écrire et on publiera ça d'une façon ou d'une autre. Ali Rabet, sur cette interpellation, sur peut-être au-delà du cas de Verdragon, sur la question de voilà ce côté paternaliste ou ce côté qu'on retrouve finalement peut-être dans bien d'autres organisations de gauche. Bien sûr. Bon, déjà, je suis effectivement pas militant de la France insoumise. Moi, je ne rejoins pas la France insoumise. J'ai dit qu'en tant que maire, je parrainerai Jean-Luc Mélenchon et en tant que militant, je m'engagerai pour permettre au programme L'Avenir en commun, le programme de l'Union populaire, de devenir réalité dans les prochaines semaines et pour en défendre le contenu. Moi, je ne connais pas votre expérience particulière. Je ne sais pas ce qu'elle a de représentatif ou non des relations entre les quartiers populaires et la France insoumise. Je note ce que vous dites et je vous crois sur parole. J'ai pas de raison de remettre en cause, en tout cas, le sentiment de violence que vous avez reçu dans le cadre de cette mobilisation contre votre action, mais vous n'êtes pas non plus, pas plus que moi d'ailleurs, représentatif de tous les quartiers populaires. Et cet appel que vous évoquiez à l'instant n'est pas l'appel de quelques habitants d'un quartier populaire isolé qui s'organisent. Des militants connus, qui sont des militants encartés de la France insoumise. C'est plutôt des figures connues et reconnues, militantes depuis des décennies parfois, qui innovent, qui sont sur le terrain, qui critiquent vertement et fortement d'ailleurs la classe politique, et à juste titre, et ça fait du bien. Moi, j'en fais partie de la classe politique, mais on a besoin d'être interpellé, bousculé, d'ailleurs parfois même remplacé par des acteurs de terrain, en particulier dans les quartiers populaires, dans les banlieues populaires en général, qu'elles soient d'ailleurs urbaines ou rurales. Et moi, ce que je soutiens, et surtout dans l'atmosphère dont je vous parlais tout à l'heure, qui est celle du pays, où à peu près toutes les paroles politiques stigmatisent une partie de la population, où on entend même des gens de gauche vous dire qu'on en a trop fait pour les banlieues populaires et qu'il faudrait peut-être s'occuper d'autres pans de la population, ce qui est une hérésie d'ailleurs et factuellement faux. Bien moi, c'est un programme que je soutiens, c'est pas un homme, c'est pas un parti. C'est un programme. Et ce programme, quand il dit que on va s'engager dans le quinquennat pour rénover chaque année 200 000 logements sociaux, 200 000 logements, pardon, tout court d'ailleurs, d'abord prioritairement les logements sociaux, c'est une façon de lutter contre l'insalubrité dans les logements dans ma ville, à Trappes.
J'ai tous les jours à traiter des dossiers, et j'ai peu de moyens pour le faire, et c'est insupportable, de gens qui vivent au milieu des cafards, qui vivent dans la salubrité, qui ont des problèmes d'hygiène, qui provoquent des problèmes de santé. Et donc je pense qu'il faut changer d'échelle et qu'il faut être capable d'investir massivement, pour des raisons d'ailleurs qui sont à mi-chemin entre la volonté de s'engager dans la transition écologique, c'est-à-dire d'avoir des logements plus résilients, qui résistent mieux aux périodes de froid. On en traversera de plus en plus d'ailleurs, avec de moins en moins de gaz pour se chauffer. Et comment est-ce qu'on fait pour défendre les habitants des quartiers populaires en leur permettant d'habiter dans des logements dignes, de payer des charges moins élevées pour pouvoir préserver leur pouvoir d'achat? Comment on fait pour généraliser la cantine bio gratuite à l'école? Voilà une mesure du programme de l'avenir en commun que je soutiens très fortement. Dans ma ville, je le fais quasiment. J'ai diminué les tarifs de la cantine, et pour les classes populaires, un repas, ça peut être 10 centimes le midi. Ça, comment je fais pour que demain ce soit pas supporté par le contribuable trappiste mais par la solidarité nationale? Je vote pour le programme de Jean-Luc Mélenchon. Et je pourrais juste continuer comme ça longtemps. Les classes populaires, c'est celles qui meurent le plus vite après le départ à la retraite, si ce n'est avant. Et comment on fait pour demain obtenir la retraite à 60 ans et donc faire en sorte de prolonger l'espérance de vie en bonne santé de ceux qui, comme mon père, ont travaillé à l'usine toute leur vie et qui auront le droit d'avoir une retraite digne, d'avoir une rémunération digne et d'essayer de vivre et de profiter de la fin de leur vie sans crever 6 mois après leur départ à la retraite. Voilà, qui s'engage fortement, quel programme prend à bras-le-corps la question des violences policières et de la nécessité d'engager des mesures concrètes pour lutter contre les violences policières en banlieue, en particulier. Alors quand même là c'est intéressant parce que Fatima Ouassak, vous levez les yeux au ciel. Il y a quoi sur cet aspect-là? Je donne la parole après. Je conclus juste en une phrase. Caroline Dehaze et Frédéric Savicki, il faut que la parole tourne un peu. Mais dans le paysage politique, il n'y a quasiment aucun candidat à la présidentielle qui investit ces champs-là. D'accord. Pourquoi Fatima Ouassak, vous levez les yeux au ciel quand on parle de violences policières? Non, déjà, mais il n'y a pas que les violences policières, il y a 1000 sujets que j'ai évoqués là. Non mais pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec l'analyse qui est faite là? Bon, déjà, je suis renvoyée à des sentiments. Moi, je vous ai fait part d'une analyse politique par rapport à une expérience politique. Personnelle. Non, politique. D'accord, mais dépassons. Oui, mais c'est important quand même. Montons un peu en généralisation. Alors, justement, montons un peu en généralité. Bon, déjà dire un mot quand même sur le texte, effectivement. Alors ce texte, moi je trouve respectable. Effectivement, il est signé par le mouvement des travailleurs arabes, le mouvement immigration banlieue, la marche pour l'égalité 83. Moi je comprends les personnes qui ont écrit ce texte-là. Ce sont des camarades. Ce que je comprends, c'est qu'ils ont aussi écrit ce texte-là pour préparer la suite, pour dire voilà, il faut qu'on s'organise dans les quartiers populaires. On n'attend rien, etc., etc. Il faut qu'on s'organise. Là, alors on est dans le même bateau. Je suis dans le même bateau que les gens qui ont signé ce texte. Mais on n'a pas la même stratégie, c'est des questions de stratégie politique. Parce que moi, j'ai pas de leçons à recevoir concernant l'insalubrité. Je fais part d'un point de vue comme vous. Je fais part de mon point de vue. Alors, c'est parce que vous parliez d'insalubrité, etc. Vous étiez en train de nous faire le programme de Jean-Luc Mélenchon. Il se trouve qu'à Bagnolet, donc à nouveau, c'est une expérience précise et concrète. À Bagnolet, nous, on s'est battu pour que les ascenseurs fonctionnent. Parce qu'il se trouve que dans les quartiers populaires, les ascenseurs ne fonctionnent pas. On a gagné. Sans la France Insoumise. Bravo. Alors attendez, je finis là-dessus. Malgré la France Insoumise. Après, les militants de la France Insoumise, parfois ailleurs, peuvent se battre dans d'autres quartiers sur ces sujets-là, même si vous avez une expérience. Mais je suis bien obligée de parler de mon expérience. Moi, j'ai ça. J'ai mon point de vue et mon expérience. Voilà, c'est ça. Alors, ce que je veux dire, juste simplement, pourquoi je lève les yeux au ciel, c'est qu'en fait, il ne s'agit pas simplement de parler de lutte contre les violences policières, de parler de lutte contre le racisme, de parler de lutte contre l'islamophobie. Pour lutter contre le racisme, l'islamophobie et les violences policières, il faut que les habitants des quartiers populaires puissent s'organiser et défendre leurs intérêts de classe. Et moi, ce que je pointe ici, c'est le fait que la France Insoumise nous empêche de nous organiser, nous empêche de lutter contre les violences policières en réalité, puisqu'elle entrave l'auto-organisation des quartiers populaires. Caroline Dehaze, sur l'auto-organisation, vous, l'auto-organisation, en tout cas des femmes et vous connaissez sur les sujets féministes. Est-ce que ce que dit Fatima Ouassak, ce que répond Ali Rabeh, comment ça résonne pour vous? Alors d'abord, je pense qu'il y a une grosse différence parce que il y a, moi, j'ai pas ressenti dans les mouvements féministes ce que raconte Fatima Ouassak de tentative d'enlever l'autonomie, parce que je pense qu'il y a aussi un sujet femme qui fait qu'avec un niveau de conscience peut-être dans la société plus important que sur les luttes antiracistes ou sur les luttes des quartiers populaires, qui fait que en fait, le mouvement féministe s'est quand même auto-organisé depuis très très longtemps et qu'il y a pas on ne trouve pas cette mainmise. Par contre, il y a quelque chose que je trouve intéressant, c'est que Ali Rabeh parlait beaucoup du programme. Moi, très sincèrement, je suis plutôt d'accord avec le programme de Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est pas ça qui m'a décidé de voter pour lui. Ouais. Moi, ce qui me décide de voter pour lui, c'est pareil, c'est une question de stratégie politique. C'est que moi, il me semble que quand je vote à l'élection présidentielle, à aucun moment je donne un blanc-seing à qui que ce soit. Et c'est très important, je pense, de dire que si Emmanuel Macron est élu président de la République,
Ce n'est pas un blanc-seing pour la retraite à 65 ans. C'est-à-dire qu'il aura dans la rue des mobilisations, et en fait, la démocratie, elle se joue pas une fois tous les 5 ans. Et ben, c'est pareil pour. Il le prendra, vous le savez. Oui, mais sauf qu'on sera là pour lui rappeler. D'ailleurs, la démocratie. Mais même s'il est majoritaire à l'Assemblée nationale, ça ne sera pas un blanc-seing. Et en fait, ça sera pareil avec Jean-Luc Mélenchon. Moi, je vais voter pour Jean-Luc Mélenchon, c'est pas un blanc-seing, en fait. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui fait que je me suis un peu posé la question de est-ce que j'essaye de me dire est-ce que je m'engage plus, par exemple, en étant candidate aux législatives. Non. Moi, si Jean-Luc Mélenchon est président de la République, le lendemain, je suis dans la rue pour faire une grève générale, peut-être qu'on s'emballe un peu, mais en tout cas pour organiser les choses, pour imposer des changements sociaux. Et c'est juste que je me dis, avec Jean-Luc Mélenchon au second tour, voire président de la République, ma capacité à transformer le réel par des mobilisations sociales, auto-organisées notamment, en fait, elle est plus importante que si j'ai 2 semaines Marine Le Pen. Non, mais par exemple, prenons les luttes féministes. Si c'est Marine Le Pen face à Emmanuel Macron, pendant 2 semaines, en plus de propos racistes, islamophobes, donc qu'est-ce qu'on va entendre ? On va entendre Emmanuel Macron se présenter comme le champion de l'égalité. Et il est d'accord sur un point. La cause des femmes, la grande cause nationale, blablabla. La grande cause du quinquennat. Donc on va l'entendre se présenter comme le champion de l'égalité. Je rappelle qu'il a nommé quand même 2 ministres mis en cause pour viol. Donc c'est quand même bon. Donc il y a quand même un truc complètement incroyable. Et puis il y a un truc sur lequel il est d'accord avec Marine Le Pen. Et récemment, il a pris la parole sur le droit à l'avortement. Il a quand même expliqué que c'était un drame pour les femmes. Donc vous imaginez le débat de l'entre-deux tours sur l'égalité, où Marine Le Pen et Emmanuel Macron vont être d'accord pour dire que l'avortement est un drame, le droit à l'avortement un drame. Bon courage après, des conséquences pour les femmes qui veulent aller avorter dans les hôpitaux ou déjà. Vous voyez ? Donc en fait, ça va avoir des conséquences sur nos vies. Et pour moi, le fait d'avoir Jean-Luc Mélenchon au second tour, avec tous les problèmes qu'on peut avoir avec lui, des désaccords et les problèmes de stratégie politique qu'on peut avoir avec lui, je pense que c'est quand même mieux pour l'avenir de nos luttes que d'avoir Marine Le Pen. Frédéric Savicki, cet argument-là sur le paysage n'est pas le même, la discussion générale n'est pas le même, voire le paysage politique derrière n'est pas le même, parce que 15 jours après, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, à ce stade, les sondages disent des choses, mais on ne sait pas ce que ça peut donner. Ça peut être l'un ou l'autre. Est-ce que ça vous ébranle pas ? Oui, on pourrait aussi dire que pour un certain nombre de gens, la perspective d'avoir un deuxième tour entre Mélenchon et Marine Le Pen, dans l'état actuel des forces politiques, risquerait d'aboutir à l'élection plus facile de Marine Le Pen à la tête de la présidence de la République. Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on peut écarter comme ça. Donc c'est pas le scénario le plus vraisemblable quand même quand on regarde les tendances. On est plutôt, c'est soit un deuxième tour Macron-Le Pen, soit Macron-Mélenchon. Imaginez que Mélenchon va rallier 50% de gens face à Marine Le Pen aujourd'hui. Non, mais je pense que le scénario Mélenchon face à Le Pen au second tour. Ah non, mais ok, très bien. C'était la question, donc il me propose de réagir sur ce scénario, je réagis sur ce scénario. On peut faire la politique fiction oui, non, mais la question du vote utile, c'est la politique fiction, puisque quand on nous dit que ça changerait d'avoir Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour face à Marine Le Pen pour ce qui va se passer pendant et après, bon, si Jean-Luc Mélenchon face à Macron se fait largement battre, il est clair que là, pour le coup, on pourrait aussi dire que Emmanuel Macron se retrouve avec un blanc-seing pour réaliser. Puisque là, le débat va se faire sur les questions sociales, sur les 65 ans, sur les 65 ans d'âge de départ à la retraite, sur la réforme du RSA, et à ce moment-là, effectivement. Mais à ce moment-là, les Français ont l'occasion d'être convaincus. Ok, très Parce bien. que vous partez du principe que ce débat, s'il prospérait au second tour, qui est quand même plus sain effectivement que de débattre de l'islam, de l'avortement qu'il faudrait remettre en cause. Vous pensez que Mélenchon peut battre Macron, c'est ça? Mais moi, je pense que tout est possible au lendemain du premier tour. Voilà. Tout est possible. Écoutez, parce que l'atmosphère dans le pays n'est pas la même. Non, mais d'accord. Et je ne pars pas perdant. Je ne pars pas du principe que si vous êtes un militant, c'est normal que vous ne parliez pas. D'abord, oui, je le pas perdant, c'est bien évidemment. Ouais, mais enfin, on n'est pas juste là pour commenter la vie politique. On est là pour transformer le paysage. On est là pour partir de la réalité. On est là pour partir de la réalité. Quand on fait une stratégie politique, on part d'une analyse politique et à ce moment-là, on adapte sa stratégie. L'IFOP, etc. et faire un débat de sondeurs. Oui, parce que si vous voulez capter une majorité d'électeurs au deuxième tour de 50%, il faut quand même que vous ajustiez votre stratégie, votre programme pour les capter. Mais Frédéric, pas simplement faire du volontarisme. Il ne faut pas renoncer à convaincre les Français, c'est pas possible. Il faut pas partir du principe qu'ils sont impossibles à convaincre au second tour. C'est pas raisonnable. Aujourd'hui, les sondages mettent Jean-Luc Mélenchon à 15% parfois. Il y a quelques mois, vous voyez bien que c'était 6, 7, 8%. Vous voyez bien que les choses évoluent avec le temps. On va Jean-Luc Mélenchon, Caroline, je vais me permettre. L'argument que j'utilise, c'est pas
mettons Jean-Luc Mélenchon au second tour parce qu'il peut gagner, parce que très sincèrement, en effet, je dis pas que c'est pas impossible, hein, ça peut arriver, il peut se créer des dynamiques incroyables dans un pays en 15 jours, je pense pas que ce soit le plus probable. Je suis convaincu de ça. Par contre, moi je pense qu'il faut qu'il soit au second tour, vraiment, et que chaque voix pour qu'il soit au second tour compte, parce que Mélenchon au second tour, ça dessine pas le même quinquennat. Exactement. Et je suis pas d'accord avec vous sur la question du blanc-seing, c'est que, en fait, ces 15 jours, c'est des 15 jours pendant lesquels on va faire de la politique à très très haute densité, comme on est en train de le faire là ces derniers temps. Et si pendant 15 jours, on structure, on convainc sur la question de la retraite à 60 ans, et ben 6 mois après, quand il faut descendre dans la rue, le pays n'est pas dans le même état. Vous voyez, alors c'est très intéressant. Alors, Frédéric Savy, je termine juste là-dessus quand même. Après l'élection présidentielle, il y a l'élection législative. Alors évidemment, c'est depuis 2007, les résultats de l'élection législative avalisent le résultat de l'élection présidentielle. Il n'y a pas de fatalité à ça. Et Emmanuel Macron, en mettant la barre effectivement très très à droite, se met aussi en difficulté pour l'élection législative. Donc je ne suis pas de ceux qui disent laissons Macron élu et on fait rien. Il faut aller à la fois dans la rue et puis il faut mobiliser aussi sur l'élection législative. Ça me semble pour le coup très très important. Rien ne garantit que Macron aura une majorité aussi homogène. Le bilan particulièrement contrasté de ses députés, dont beaucoup sont inconnus et ne peuvent pas mettre en avant effectivement un gros investissement parlementaire, les divisions au sein de sa majorité. Bon, voilà, tout ne s'arrêtera pas le soir du deuxième tour. Et là-dessus, moi, je pense qu'une des erreurs, effectivement, collective des acteurs politiques, c'est de contribuer à faire que l'élection présidentielle soit présentée aux Français comme le verdict final, et puis après on arrête tout. Donc bon voilà, donc là-dessus il me semble que c'est très important. Donc juste sur je termine là-dessus sur la question du vote utile. Je voulais simplement pointer que il y a des interprétations différentes. Caroline Dehaas nous dit l'important c'est de toute façon il est perdu, mais c'est quand même qu'il soit au deuxième tour. Vous dites il peut encore gagner. Bon, donc on voit bien effectivement que ça crée. Enfin, il n'y a pas d'unanimité sur le. Si Jean-Luc Mélenchon avait des chances sérieuses, effectivement, sur la base de son programme actuel de l'emporter, bon. Évidemment qu'on serait derrière lui. Vous y croyez pas? Oui, ils y croient. Mais bien sûr, propose d'écouter qu'il fasse des gestes. On n'attire pas des électeurs simplement en disant ralliez-vous à mon panache blanc. Et de ce point de vue-là, ce que disait était très juste, c'est-à-dire que la posture de Mélenchon telle qu'il l'a incarnée depuis 2017, alors qu'il était en situation de rassembler la gauche, a été celle d'une posture vindicative par rapport à tous ceux par rapport à oui, écoutez, c'est pas on n'a pas que ça. D'abord, c'est parce qu'on peut être volontariste aussi pour le premier tour. On s'écoute Ali Rabeh rapidement. Je supporte plus en fait. Mais rapidement. Ouais, je supporte plus dans mon engagement qu'on nous dise en gros il faut se positionner à tel endroit parce que stratégiquement ou d'après les sondages ou statistiquement c'est là qu'il y a le plus de chances d'y arriver. C'est ce que je ne veux plus faire. En 2005, la plus belle campagne que j'ai menée, c'était la campagne sur le traité constitutionnel européen avec Caroline Dehaas entre autres notamment. Quand on s'est engagé dans la campagne, on était très minoritaire. Pour le nom, quand même. Oui, je vais le dire. Quand on s'engage en campagne, je ne sais plus, en octobre 2004, tous les sondages, tous les partis politiques, y compris le nôtre, le Parti socialiste à l'époque, expliquent que le oui est la seule voie de sortie et qu'évidemment, de façon très minoritaire, en mêlant nos voix à l'extrême droite, nous serons condamnés à échouer. Et pourtant, ça a marché. On s'engage autour de nos convictions, on se bat et surtout, on va traiter de quoi? D'un sujet éminemment complexe. Pas le choix d'un visage pour l'élection présidentielle. Un traité qui faisait 80 pages, je crois, de mémoire, un document illisible. Et les Français se passionnent. Les gens en parlent dans le métro, dans le train, etc. Et au terme de 6 mois de campagne et d'une vraie appropriation des sujets de fond par les Français, c'est le non qui l'emporte. Et nettement, très nettement, donc là, c'est possible de faire la même chose. Évidemment que ça peut changer. Et je crois même qu'en 15 jours, ça peut changer. Parce que l'atmosphère n'est pas la même le lendemain du premier tour. Si c'est Marine Le Pen face à Macron ou si c'est Jean-Luc Mélenchon. Et sur les gestes, je finis par ça, sur les gestes de dépassement. Mais vous avez raison, je ne suis pas mélenchoniste, je ne suis pas un soumis. En 2017, j'ai été effaré de l'attitude de Jean-Luc Mélenchon et plus globalement de la France insoumise et de leur incapacité à ouvrir à ce moment-là. Parce que je crois que le peuple de gauche était disponible pour refonder quelque chose à ce moment-là. La dernière phrase, c'est toujours ils ont fait ce geste cette fois. C'est pour ça que moi-même je franchis pas et c'est la dernière fois. Ils l'ont fait. C'est l'idée de l'union populaire. C'est plus la France insoumise. Je souhaite au lendemain de la présidentielle la disparition de la France insoumise, la disparition d'Europe Écologie Les Verts, la disparition du Parti socialiste et que tous ces partis, le Parti communiste aussi doit se remettre en cause et que ces constellations de partis, de clubs, de mouvements et de personnes engagées sur le terrain justement soient capables de fonder
une maison commune pour reconstruire la gauche. Qu'elle gagne ou qu'elle perde la présidentielle. Ça n'a pas trop marché en effet à Marseille. Pour la France insoumise. Fatima Ouessak, vous êtes d'accord que, et après un petit sonore, je vous passe quelque chose et ensuite on conclut. Vous êtes d'accord que Macron-Mélenchon, c'est pas pareil que Macron-Le Pen au deuxième tour? En fait, pour moi, alors moi je pose pas du tout de cette manière-là ça va se le poser problème. comme ça, c'est ça que je vous dis. Moi déjà, je réagis au fait qu'on n'a que ça. Non, on n'a pas que ça déjà. Et moi, je suis contre cette idée qu'il faut se résigner au vote Macron parce qu'il y aurait rien d'autre, Macron ou la mort. Non, c'est pour ça que je vous disais, moi je suis une militante politique, j'ai pas attendu la France insoumise, je n'attends personne pour militer, et y compris depuis 2017, on est aussi en droit de faire un bilan. Ma question c'était Macron-Mélenchon, c'est pas pareil que Macron-Le Pen. Alors, ce qu'il faut peut-être redire, mais peut-être que ça a été dit tout à l'heure, nos ennemis politiques, je pense, ici, c'est plutôt le macronisme et l'extrême droite. Je veux dire, moi, mes ennemis, c'est pas la France insoumise. Moi, je suis à gauche, c'est mon camp. Donc, même si la France insoumise peut avoir une haine liquide pour nous, voilà, c'est pas réciproque. Voilà, pour moi, voilà, ça reste mon camp. Moi, simplement, je prétends défendre ici une position autonome. Voilà, moi, j'en appelle à l'auto-organisation des quartiers populaires. Et moi, ce que je pointe, et c'est pour ça qu'on n'y arrivera pas, c'est pour ça que alors, je n'appelle pas à ne pas voter Jean-Luc Mélenchon, je ne vais pas jusque-là, mais je n'appelle pas à voter Jean-Luc Mélenchon parce qu'il ne le mérite pas, tout simplement. C'est-à-dire que il faut qu'on puisse nous approprier le fait que il y a un danger. On n'arrête pas de parler de menaces fascistes, par exemple. Et nous, nous, parents des quartiers populaires notamment, on veut protéger nos enfants contre ça. Moi, ce que je souligne là, c'est que plutôt que de perdre de la force, de l'énergie pour des gens qui n'en veulent même pas, qui nous méprisent, gardons cette force et cette énergie pour nous auto-organiser, pour nous alors voilà, typiquement, alors je finis juste là-dessus, pardon, moi aussi j'ai des dernières phrases un peu à l'Irabé. Sur Verdragon, par exemple, moi je suis en mesure de vous dire que les fascistes qui nous attaquaient sont rentrés dans un mur. Ils ont perdu. On a gagné malgré la France insoumise. Pourquoi ? Rapport de force local, alliance des luttes, voilà, ça on n'en parle pas, mais la gauche, c'est pas que la gauche institutionnelle, c'est pas que les partis politiques, c'est la société civile. Nous, on y travaille depuis des années, ça a fonctionné, et voilà, une stratégie d'auto-organisation. Et notre détermination a fait que les fascistes ont perdu. Moi, c'est cette voie-là que je défends, en fait. Je me dis, il faut qu'on se bouge, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Et on n'attend pas la France insoumise. Macron, l'extrême droite. Il ne faut pas attendre le lendemain de l'élection. Je veux dire, c'est perdu. Moi, je vous le dis, je vous le signe tout de suite, c'est perdu. Il ne faut pas attendre le lendemain, c'est maintenant, en fait. Les grèves, le boycott, puisque maintenant on a le droit de boycotter, les occupations, voilà, le rapport de force politique. Et notamment au niveau local. La France insoumise déteste les luttes locales, le niveau local. C'est là que ça se joue. Moi, je peux témoigner que c'est là que ça se joue. Mais voilà, on n'a pas attendu et il faut continuer. Et il faut garder, voilà, moi, c'est une voie en tout cas que je défends. Donc, il n'y a pas de résignation. Moi, je suis très, très optimiste pour la suite. Il ne faut pas que vous donniez comme ça l'impression que, voilà, si vous n'allez pas vers Mélenchon, en fait, ça veut dire que vous baissez les bras. Pas du tout. Voilà, moi, je suis très, très optimiste. C'est moi à vous que ça s'adressait, qui combattait tous les jours et qui menait. Qu'à Frédéric Savicki, qui laissait entendre que les dés sont joués et qu'éventuellement, il faut se rabattre sur la campagne des législatives. Moi, ce que je ne comprends pas dans votre posture, par contre, c'est que vous abandonniez un terrain. Les luttes du quotidien, les luttes militantes, syndicales, féministes, etc., c'est ce qui structure depuis toujours les conquêtes sociales. Genre, on sait rarement, spontanément, une génération spontanée d'élus qui deviennent présidents de la République, députés, etc., et qui traduisent ça du jour au lendemain en programme politique. Non, c'est d'abord des luttes sur le terrain qui après trouvent un débouché politique. Voilà, et les débouchés politiques, moi je suis le et c'est là qu'on a un désaccord. C'est peut-être là. Moi je considère que l'élection ne fait pas l'impasse et que en l'état en l'état du rapport de force, mais il faut le faire. Mais j'y compte bien. Mais moi j'estime. Mais oui, mais comprenez bien, et en particulier parce que vous et moi, on est des militants des quartiers populaires. Eh bien, en tant que militants des quartiers populaires, je vous dis, si les militants des quartiers populaires désertent, y compris les partis politiques, y compris la France insoumise, mais on ne déserte pas, on est attaqué par les partis politiques. J'y viens. Bon, on a bien compris que là, on ne vous mettrait pas d'accord. Non, mais écoutez, parce que parfois, la porte est fermée au nez des militants des quartiers populaires. C'est pas possible de nous dire qu'on déserte les partis politiques. Non, mais en l'occurrence, c'est pas de toi que je parle. Je suis désolée, moi j'ai déserté. Non, mais on pourrait dire que j'ai déserté, parce que moi j'ai arrêté. J'ai arrêté d'y aller. Et donc ça, c'est pas ma responsabilité, c'est la responsabilité des partis politiques. J'ai failli arrêter à 10 reprises dans ma vie politique. Je vais te dire, la première fois que je me présente, et je termine par ça, pour être patron, responsable d'une section socialiste, on dit, parce que c'est moi qui me présente avec mon patronyme, les Arabes vont prendre la section.
Tu vois, ce jour-là, j'ai failli quitter le Parti socialiste qui était encore très actif, je pense, assez partagé. Mais avec le temps, dans beaucoup de partis politiques, j'ai décidé au contraire de résister, y compris au sein des partis politiques. Eh bien, vous avez tort. Il faut se battre. Il faut se battre parce que le pouvoir il se prend aussi là. Il se prend aussi là dans les merci beaucoup. Ce débat va se poursuivre de toute façon dans les 15 prochains jours. Monter en tension, on le voit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans les prochaines années. Voilà, dans les prochaines années. Merci d'avoir été avec nous ce soir. C'est la fin de notre émission Marathon sur la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Nous en sommes à 2h47. C'est pas du tout ce qu'on avait prévu, mais c'est toujours comme ça sur Mediapart. Merci beaucoup. Bonne soirée. À très vite.